Dans cette vidéo, on va parler d'investissement. Pourquoi est-ce que c'est important d'investir? Pourquoi est-ce que tu es capable d'investir? Donc l'investissement, en fait, c'est pas compliqué. C'est quelque chose d'extrêmement simple. On peut mettre en place des petites techniques, des petits hacks pour se lancer beaucoup plus facilement. La première chose à faire, c'est déjà de se mettre des objectifs. Personnellement, mon objectif, c'est d'acheter un bien immobilier par an. Et en plus de me constituer également un patrimoine. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à allouer une partie de ces revenus dans l'investissement. Je vous conseille d'investir 30% de vos revenus. Donc ça, déjà, ça va vous permettre de faire un travail sur vous-même pour éviter d'avoir des dépenses qui sont superflues. Vous devez commencer à vivre à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, avec 70% de vos revenus. Les 30% restants vont être épargnés. Si tu es salarié, je te conseille de créer un compte supplémentaire, que ce soit dans une banque numérique ou bien tout simplement dans un livret A, peu importe, et de virer 30% de tes revenus actuels tous les mois sur ce compte. Si tu es entrepreneur, je t'invite également à faire la même chose, c'est-à-dire à partir du moment où tu as des virements, où tu peux commencer à te virer de l'argent, je t'invite à constituer le plus rapidement possible un patrimoine, une réserve de sécurité, un matelas qui va te permettre d'investir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de nos jours, c'est tout à fait possible d'emprunter, il n'y a aucune restriction par rapport à ça, mais les banques vont nous demander un petit peu plus d'apport. Pourquoi est-ce que c'est important de l'apport et pourquoi est-ce que l'immobilier c'est puissant? L'immobilier c'est puissant parce que au niveau de votre réserve d'argent, vous allez pouvoir vous servir de la banque et Dieu sait que les banques françaises sont particulièrement enclins à nous prêter de l'argent. C'est un peu moins le cas dans d'autres pays, mais c'est vrai que l'investissement dans l'immobilier est vraiment soutenu par les banques. Avec la banque, on va pouvoir en avoir un effet de levier supplémentaire. Admettons que vous avez 20 000 euros de côté, vous allez pouvoir emprunter 150, 200 000 euros. Donc le rendement de votre patrimoine, de vos actifs vont être calculés sur cette somme globale. Donc vous n'allez pas avoir une rentabilité uniquement sur 20 000 euros, vous allez pouvoir avoir un rendement sur 200 000 euros et après c'est à vous de voir comment vous répartissez ça. Je vous conseille de répartir ça en différents actifs, c'est beaucoup plus puissant. Donc au lieu d'acheter un seul bien patrimonial, il vaut mieux diversifier et de se dire que dans un premier temps, vous allez acheter 3 studios ou bien 2 T2, voilà, peu importe, ça dépend vraiment de votre marché. Mais en tout cas, servez-vous de la banque pour investir le plus tôt possible. Ce que je constate dans ma carrière d'agent immobilier, c'est que les gens investissent de plus en plus tôt. Et ça, c'est une très bonne chose. Autrefois, c'était un peu réservé aux gens qui avaient la quarantaine, qui avaient des bons postes, les médecins, etc. Les gens qui avaient déjà acheté leur résidence principale. Maintenant, c'est un petit peu différent. Il y a de plus en plus, on est dans un monde de plus en plus incertain. Et la nouvelle génération est de plus en plus éduquée financièrement. Et donc, c'est des gens, c'est pas étonnant que parfois, dès leurs premiers achats, à 23, 25, 27 ans, les gens se lancent directement dans l'investissement locatif. Et ça, c'est une très bonne chose. Il faut avoir donc une vision d'un objectif sur le long terme. Personnellement, moi, c'est d'acheter un bien par an. Donc, avant, j'avais acheté un studio. J'ai fait plusieurs opérations en résidence principale d'abord, puis ensuite, tout ça a été immobilisé dans ma résidence principale, là où je vis actuellement. Donc j'ai différents lots au sein de cette résidence principale. J'ai mon appartement, j'ai 2 caves, j'ai 2 chambres de bonne. Là actuellement je suis dans mon bureau qui est dans ma chambre de bonne. Donc j'ai acheté après un premier studio que j'ai loué en location courte durée. Puis ensuite j'ai acheté des places de parking, j'en ai acheté 2. Et ensuite j'ai acheté mon premier immeuble qui était constitué de 2 lots, un duplex et un T2. Le T2 avec son entrée indépendante, le duplex n'était pas... C'était un duplex avec sa propre entrée, et celui-ci, je l'ai séparé en 2 appartements. J'ai créé 2 nouveaux T2, là où autrefois il y avait un seul logement. Donc j'ai doublé ma rentabilité grâce à ça. Là actuellement, je marque une petite pause, je suis en train de me reconstituer un patrimoine, et le but c'est que dès que c'est possible, je continue à enchaîner.
les opérations. Donc ça, on parle vraiment d'objectifs. Le deuxième truc, c'est qu'il va falloir vous éduquer financièrement. Savoir qu'est-ce qui est un actif, qu'est-ce qui est un passif. Donc ça, je vous conseille le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui vulgarise, c'est vraiment le livre qui vulgarise le mieux les notions d'éducation financière. C'est un best-seller, c'est très rapide à lire, ça se lit très facilement. Je pense qu'en 2-3 jours, vous êtes capable de le lire. Vous pouvez le trouver en livre audio. Et honnêtement, si vous tapez PDF Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre sur Google, vous pouvez même le trouver gratuitement. Personnellement, il y a quelques années, je l'ai trouvé gratuitement. Donc ça va vous permettre de vous éduquer. Et en fait, l'histoire de Robert Kiyosaki, c'est que, en gros, il a été élevé par son père, qui est son père pauvre, qui a fait beaucoup d'études, qui a été fonctionnaire, qui a passé beaucoup de temps pour s'impliquer dans la société, et au bout d'un moment, il a perdu son travail, et il s'est retrouvé en situation très compliquée, parce qu'il pensait que le fait d'avoir fait des grandes études, il était à l'abri de situations difficiles, et c'est quelqu'un qui n'a pas été éduqué sur ces notions d'investissement, et donc qui n'avait jamais acheté de biens immobiliers ou d'actifs, etc. Et il s'est retrouvé en situation très compliquée à un âge proche de la retraite. Et là, dans ce cas-là, c'était difficile. Et il avait son père riche, qui était le père de son meilleur ami, qui, lui, n'avait pas fait d'études du tout, qui était entrepreneur, et qui leur a appris, à son fils et à lui, à investir. Et pourquoi est-ce que c'était puissant d'investir? Pourquoi est-ce que c'était puissant de se constituer un patrimoine, de servir de l'effet de levier de la banque pour investir, d'acheter des actifs et non pas des passifs, d'investir dans soi-même, c'est-à-dire créer des sociétés, d'arriver à créer des systèmes qui s'automatisent, c'est-à-dire arriver à sortir de l'opérationnel, trouver un CIO ou un gérant qui va s'occuper de faire tourner la société à notre place, et d'être uniquement investisseur, et la pertinence d'arriver à créer un système qui va employer les gens, qui va faire travailler les gens concrètement, sans être impliqué émotionnellement ou personnellement au sein de ces sociétés. Ce livre est vraiment puissant parce qu'il vous explique en fait comment est-ce que les gens riches raisonnent et comment est-ce qu'ils agissent pour s'enrichir. Et tout est une question d'état d'esprit, je vous l'explique tout le temps, tout est une question de cerveau. En gros, si vous avez un mindset, un état d'esprit de pauvre, en gros, vous aurez des pensées limitantes. Les pensées vont amener des actions qui sont des actions pauvres, entre guillemets. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis pauvre, c'est un constat en fait. Si on n'a pas d'actifs, on subit la vie et du coup, on est plus enclin à être proche de la pauvreté. On est plus vulnérable. On a moins d'action, on a moins de liberté, on est un petit peu ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, et du coup, notre avenir financier est responsable. En fait, on donne notre autonomie, je trouve pas les termes, on donne notre situation financière à un employeur ou à quelqu'un d'externe, en fait. On dépend de lui, en fait, tout simplement. Donc, il distingue des notions qui sont très claires, en fait. Par exemple, si vous achetez une voiture, vous achetez un passif, en fait. Donc, certes, ça va vous permettre d'avoir une mobilité, mais il vaut mieux s'en passer. Et en gros, lorsqu'on achète une voiture, il va falloir avoir une assurance, il va falloir mettre de l'essence, il va falloir l'entretenir, il va falloir... Bref, tout ça, ça coûte de l'argent. Et si on achète par exemple sa résidence principale, comme le font, on va dire, 80% des gens, et énormément de Français, on pourrait penser que c'est un actif, mais ça reste quand même un passif. Parce que, même constat, ça ne génère pas de l'argent. On vit à l'intérieur, on jouit. Certes, on n'est pas locataire, donc on ne va pas donner des loyers à un propriétaire. On achète pour soi, et ça c'est bien. Mais est-ce que le bien dans lequel on investit, c'est un bien qui est optimisé? Non, c'est pas un bien qui a forcément vocation à prendre la valeur. On ne cherche pas à avoir un potentiel d'amélioration dedans. On ne cherche pas à exploiter ce bien en vue d'une revente. Ce n'est pas le but à la base. Le but, c'est d'être bien dedans. Et forcément, les facteurs ne sont pas les mêmes. Après, il va falloir entretenir ce logement. Avec l'inflation, ça va venir grignoter également la valeur de notre argent et du logement lui-même. Il va falloir l'entretenir, il va falloir l'assurer,
et surtout ça ne rapporte pas d'argent. Alors il y en a qui sont assez malins et qui arrivent dès le début, et c'est ce que j'ai fait moi sur mes premières opérations, à acheter des biens avec directement la perspective de le revendre plus tard. Donc là, moi je restais 3-4 ans dans mes logements, honnêtement c'est le meilleur des processus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un bien immobilier qui est adapté à chaque étape de la vie. Les anciennes générations, les gens restaient indéfiniment dans leur maison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les 10 ans, tous les 15 ans, il va falloir vraiment réinjecter beaucoup d'argent dans ce logement pour le remettre au goût du jour, aux dernières normes, le rendre vraiment toujours attractif. Et du coup, ça demande beaucoup d'argent. Par contre, quand on quitte ce logement tous les 4 ans, en fait, les besoins évoluent. C'est-à-dire, lorsqu'on est célibataire, on a un certain besoin. Après, on se met en couple, on a certains besoins. Après, on veut faire des enfants, premier logement différent. 2 enfants, haute configuration. 3 enfants, voilà, vous avez compris. Les enfants sont grands, quittent le logement est trop grand, il va falloir encore changer de logement. Et puis ensuite, on commence à rentrer dans l'âge et on a besoin d'être plus proche des commodités, avoir un logement plus fonctionnel. Et là, dans ce cas-là, c'est encore une autre typologie de logement. Et puis ensuite, peut-être qu'on se retrouve seul dans la vie, et là, il faut un autre logement encore. Donc l'idéal, c'est de changer tous les 4 ans et d'acheter directement en anticipant directement cette revente. Et en fait, si on a un logement tous les 4 ans, le logement n'a pas le temps de se dévaluer. Il reste constamment attractif et on le revend en étant attractif. Le but, c'est d'acheter en dessous du prix du marché, de mettre un peu d'amélioration dedans et ensuite de le revendre lorsque le logement est toujours au max. Si vous le gardez 10 ans, malheureusement, il va falloir réinjecter encore de l'argent pour le rendre attractif au vu d'une revente. Et ça, on le voit beaucoup sur les maisons. Je suis dans le sud de la France, c'est des maisons très anciennes, et forcément, c'est des générations où les gens ont passé 30, 40 ans dans ce logement. Il n'est plus du tout au goût du jour, et limite, presque, il faudrait tout casser pour tout refaire. L'électricité n'est plus aux normes, la plomberie n'est plus adaptée, les cuisines sont austères, et ça ne plaît plus du tout. Les salles d'eau, pareil. L'isolation non plus. Le chauffage n'est plus adapté, vous voyez, maintenant il y a les chauffages au gaz, etc., les chaudières, ça c'est des gouffres, hein, il vaut mieux passer sur des pompes à chaleur, sur des clims, etc. Ensuite, il y a l'histoire du plein pied, lorsqu'on rentre dans l'âge, et monter les étages, ça devient compliqué, etc. On se retrouve sur des maisons qui sont très inégales, parfois les gens rénovent l'étage supérieur, et puis ensuite il y a tout le bas à refaire, ils n'ont pas forcément le temps de le refaire, il faut changer le double vitrage, etc., etc., etc. Donc c'est beaucoup plus efficace de procéder ainsi. Donc ça, c'est dans une optique d'achat-revente, et c'est beaucoup plus intelligent pour les gens qui, par exemple, achètent une maison et vont créer une dépendance dans cette maison qu'ils vont pouvoir louer. Comme ça, en fait, la location de cette maison va couvrir les frais déjà de la maison et permettre également de revendre plus facilement parce que les gens auront un peu une configuration hybride où il y aura un peu le meilleur des deux mondes. Donc c'est important d'avoir une vue là-dessus, en fait. L'immobilier, ça reste quand même un actif très puissant pour faire des opérations d'achat-revente. Et c'est important de ne pas trop mettre d'émotionnel dans nos acquisitions. Lorsqu'on est en couple, c'est beaucoup plus dur. Et lorsqu'on est dans des configurations famille, c'est encore plus compliqué. Parce que forcément, l'intérêt de la raison n'est pas primordial. On va chercher le confort, on va chercher un jardin pour les enfants, etc., etc. Et du coup, on ne cherche pas forcément à avoir une rentabilité, à penser à la revente, à penser à retrouver son argent derrière, à gagner de l'argent, à vaincre l'inflation. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi je vous conseille de garder tout ça en tête. Dès maintenant, vous devez changer votre état d'esprit. Encore une fois, tout est une question d'éducation. Lisez ce livre, c'est déjà une première opération. Ensuite, chez Robert Kiyosaki, il a fait un autre livre qui s'appelle Le Quadrant Cash Flow. Et ça, c'est très important de savoir comment on se situe par rapport à son profil. Donc, il y a des gens, en fait, qui sont employés, tout simplement, salariés. Dans un autre cadran, on a les self-employed, donc les gens qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, mais qui sont impliqués dans l'opérationnel. Par exemple, un plombier, il a son entreprise, mais il est un peu esclave de son entreprise. Son entreprise ne peut pas tourner sans lui. Ça, c'est une autre configuration. Ensuite, on a la configuration du système. Donc là, on est créateur d'une entreprise et on fait en sorte que l'entreprise puisse tourner sans nous. Donc là, dans ce cas-là, on peut créer plusieurs entreprises. On est juste actionnaire, investisseur, on est juste
le gérant, mais sans être dans l'opérationnel, vous voyez. Donc ça, c'est encore une autre configuration. Et ensuite, on a la configuration totalement investisseur, qui est la meilleure situation. Donc c'est important également de savoir comment on se situe. Selon comment on se situe, dans quel cadran. Évidemment, il n'y a pas un cadran qui est forcément mieux qu'un autre, même si c'est discutable, mais c'est important juste d'avoir connaissance dans quel système on se trouve. Parce que tous les systèmes, on peut les bouger. C'est-à-dire, salarié, on peut peut-être créer sa boîte où on s'auto-emploie, et peut-être que ça permettra de gagner plus d'argent, et donc d'épargner davantage, et donc d'investir davantage, et à la retraite, ça fait des grands écarts. Ou bien, carrément, automatiser son système, sa société, pour sortir de l'opérationnel et faire en sorte qu'elle puisse employer d'autres personnes qui vont travailler à notre place. Et là, dans ce cas-là, on peut créer différents systèmes en plus. Et donc avoir encore plus de cash flow, plus de possibilités de continuer à investir. Et le but, c'est de se rapprocher du côté vraiment investisseur. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Donc plus tôt vous investissez, en fait, plus vous aurez un effet de levier. Alors l'effet de levier, ça se comprend vraiment dans le capital lorsqu'on investit dans la bourse, dans les marchés financiers, dans les produits numériques, la crypto-monnaie, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un rendement sur vos actifs. Donc vous achetez une action, cette action va vous donner des dividendes. C'est un peu les récompenses pour les investisseurs. Et ces dividendes, vous avez deux choix. Soit vous récupérez ce dividende, 3, 5, 7, 10, 15%, plus c'est risqué, plus il y aura de la rentabilité. Mais peu importe. Et donc soit vous récupérez cet argent, mais c'est de l'argent, c'est pas des grosses sommes, donc ça va pas changer votre vie, soit vous conservez cet argent. Et vu que la bourse est exponentielle, il peut y avoir des crises économiques, mais quand on regarde sur une vision sur 50 ans, ça ne fait qu'augmenter. C'est comme ça suit l'inflation, et ces actifs d'investissement sur des grands groupes, vous pouvez investir avec des trackers sur le S&P 500 ou sur le CAC 40, qui est une répercussion d'investissement des actifs dans les 500 plus grandes boîtes mondiales, ou bien sur les 40 plus grosses valorisations françaises pour le CAC 40, et ben ça ne cesse d'augmenter. Forcément, vous comprenez, si vous investissez dans Apple, L'Oréal, Total, bon bref, toutes ces boîtes, c'est obligé que c'est des boîtes qui ne vont pas s'écrouler du jour au lendemain, on le comprend très bien. Donc vous aurez des dividendes, et l'intérêt de l'effet cumulé, en fait, c'est de continuer à réinvestir cet argent constamment. Donc vous avez une action à 1 euro, vous avez un petit dividende, donc ça veut dire 1,10 €, et vous réinvestissez cet argent, donc maintenant vous n'avez plus 1 euro, vous avez très rapidement 1,10 €. Et puis ça va continuer à avoir des dividendes, donc 1,25 €, 1,50 €, 1,70 €. Très rapidement, vous allez doubler, vous allez arriver déjà à 2 euros. Puis vous allez continuer à injecter. Plus vous allez injecter régulièrement, 30% tous les mois, comme je vous l'ai expliqué. Soit vous servez de l'effet cumulé de la banque pour investir dans l'immobilier, et ça c'est très bien, c'est le locataire qui va payer votre crédit. Ce bien, si vous l'avez bien acheté, il va continuer à prendre la valeur dans le temps. Moi, je vous conseille de le valoriser également. Et constamment, ça va générer tout au long de votre vie, comme ça, beaucoup d'argent. Et la bourse, les produits financiers, l'achat immobilier papier également, SCPI, etc., bah vous aurez constamment des dividendes, et le but c'est qu'il y a un effet boule de neige, et que ce petit capital va continuer à grossir, et plus ça grossit, plus vous aurez des dividendes, et plus vous aurez des dividendes, plus le capital grossit, etc. etc. Le but c'est la bourse, l'investissement, c'est pas compliqué en vérité, au-delà des opérations d'achat-revente, comme j'ai pu le faire, j'en ai fait 3 dans l'immobilier, c'est d'arriver au bout d'un moment à prendre du recul et de se dire il n'y a rien de plus puissant, et ce qui fonctionne, c'est de ne toucher à rien. Donc là, vous ne prenez pas de risque, juste vous réinjectez tous les mois, et le capital grossit, et il va avoir du rendement, il va avoir des dividendes, il va avoir des loyers, il va avoir du cash flow, ça va dégager. C'est comme ça qu'on atteint l'indépendance financière, en fait. Le cadran du cash flow, en fait, l'indépendance financière, vous ne pouvez pas l'atteindre en étant salarié. C'est trop compliqué. Vous n'avez pas en fait d'effet de levier sur l'augmentation de vos revenus. Ou sinon, il faut arriver à entreprendre sur un autre cadran, d'autres sociétés à côté. Donc par exemple, vous pouvez être salarié et à côté, vous êtes entrepreneur dans un domaine. Ou bien carrément, vous devenez entrepreneur, donc vous vous employez vous-même, et puis à côté, vous vous associez pour créer une autre société qui va pouvoir
tourner tout seul, vous êtes juste dans l'opérationnel et employer du monde, et ça va grossir, etc. Et également être totalement investisseur à côté. Et tout ça cumulé, en fait, ça va vous permettre justement de changer votre vie de toute façon, parce que si vous achetez un bien avec 20 000 euros, vous mettez 20 000 euros sur la table, ça vous permet d'emprunter 150. En fait, 150, le bien va prendre un peu de valeur, 160, 70, parce que ça suit la courbe de l'inflation. L'inflation, c'est la monnaie qui se dévalue. C'est comme ça, hein, on le voit, en fait. Les 1 million d'aujourd'hui n'ont pas la valeur qu'avait 1 million il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on avait 1 million, c'était énorme. Tandis que maintenant, 1 million, on ne fait plus vraiment grand-chose. Vous voulez une belle maison sur Marseille, c'est au moins la base. On a des maisons correctes à 400, 500, mais en fait, si vous voulez un petit gap au-dessus, vous arrivez dans les 700, 800 000. Et ensuite, si vous voulez le gap au-dessus, il faut aller au-dessus du million. 1 million, c'est plus un truc de fou. C'est vraiment... Et ça, c'est le mécanisme d'inflation. Et en fait, si vous gardez ce bien, donc vous injectez 20 000, vous, et ensuite, au bout de 15-20 ans, il va être remboursé, et ce bien-là, il va valoir, donc du coup, on va dire 150. Si vous continuez à le louer, en fait, il va générer encore 200 000, puis ensuite, plus les revenus que ça va ramener, tous les loyers, à la fin de sa vie, faites vos calculs, vous vous retrouvez avec 400 000 euros peut-être, en termes de revenus, plus la valeur du bien qui va continuer à augmenter. Et à la base, vous avez mis 20 000 euros sur la table. Donc ce qu'il faut en fait, c'est des objectifs concrets. Pour arriver à épargner constamment, pourquoi est-ce que c'est important d'épargner constamment? Parce qu'en plus de l'effet de levier de l'immobilier, si vous avez des objectifs, vous pouvez enchaîner régulièrement, mais au-delà de ça, en fait, vous pouvez investir également en bourse, régulièrement. Et ça, c'est de l'argent qui est liquide. C'est ça qui est puissant, en fait, avec les produits financiers, c'est que vous avez un coup dur, ça grossit, vous avez un coup dur, hop, vous pouvez récupérer cet argent. Et également, vous devez vous faire une épargne de sécurité. Parce que, par exemple, dans l'immobilier, d'un coup, les normes, elles changent, vous devez changer le double vitrage, vous devez réisoler le logement, il y a un problème de plomberie, il y a un problème un Velux qui fuit, ça c'est des trucs qui arrivent souvent. Vous devez avoir constamment votre épargne de sécurité pour éviter de toucher à les investissements financiers que vous avez mis de côté. Parce que forcément, plus vous les détenez longtemps, et plus vous avez un effet boule de neige qui se met en place. Donc ça, c'est la théorie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dans quelle position du cash flow, du cadran cash flow on se trouve. Évidemment, moi, j'ai une fibre d'entrepreneur, donc je vous invite à entreprendre le plus rapidement possible. Plus vous allez... Et en fait, il faut apprendre des erreurs des autres. C'est ça qui est puissant dans la vie. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie de vous transmettre tout ce que je sais. Évidemment, moi, je forme les gens à devenir agent immobilier, mais je vous forme également, j'ai une formation avec accompagnement pour ceux qui veulent investir tout simplement. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier ou même investir tout court, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez mon lien en description pour prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse vous accompagner et vous aider. Donc retenez que tout est psychologique, que vous devez vous mettre des habitudes de vie vertueuses pour épargner régulièrement chaque mois, que vous devez avoir une vision long terme et que vous devez faire des petits sacrifices sur le court terme pour avoir une belle vie agréable sur le long terme. C'est concrètement, en fait l'être humain, il est fait pour aller dans la facilité, parce que la facilité procure de la dopamine à son cerveau, procure de la joie, et c'est un cercle non vertueux. Ce qu'il faut, c'est faire totalement l'inverse. Quand vous voyez quelque chose qui est agréable, vous faites totalement l'inverse, et vous verrez que c'est beaucoup plus puissant. Mais tout se joue là-dedans, donc vous devez d'abord vous éduquer financièrement, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait à la fin de vie un écart entre un patrimoine à 200-300 000, ce qui est déjà pas mal par rapport à des gens qui n'ont jamais épargné et se retrouvent à la fin de leur vie avec zéro. Et là, croyez-moi, on n'est même pas sûr de nos jours d'avoir de retraite. Donc là c'est danger, si vous avez trop fait la cigale, soyez la fourmi. Ou bien des gens qui se retrouvent avec des patrimoines à 700, 800, proche des 1 million. Voilà. C'est concrètement la différence. Donc évidemment, toute cette dimension pour entreprendre est importante, mais également, le fait d'investir, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Et moi, je sais que par exemple, mon immeuble plus mes actifs, je sais que ma retraite, quoi qu'il se passe, elle est faite. Et que dans quelques années, là, si je pouvais, je pourrais m'arrêter de bosser si j'avais envie. Alors ça ne suffit pas encore, donc j'ai encore des objectifs qui sont beaucoup plus hauts. Mais en soi, le fait d'avoir ce choix-là, c'est quelque chose qui tranquillise.
qui rassure et qui... voilà. Et ça, je le dois à personne, je le dois qu'à moi, en fait. Et le fait d'avoir eu des clics, de me former, de m'éduquer à toutes ces notions et d'être passé concrètement à l'action pour arriver à épargner tous les mois. Donc, le plan d'action, il est très simple. Actuellement, est-ce que vous avez de l'épargne ou pas? Première chose, vous n'avez pas d'épargne, constituez-vous une épargne. Essayez, si votre travail de salarié ne suffit pas, essayez de voir dans quoi vous pouvez entreprendre pour augmenter vos revenus. Essayez de voir comment vous pouvez investir dans vous-même pour faire en sorte de revaloriser auprès de votre employeur vos revenus, tout simplement. Donc ça, il va falloir créer de la valeur, il va falloir jouer sur soi-même. Et il va falloir commencer à épargner. Une fois que vous avez épargné, vous faites en sorte de vous constituer un patrimoine pour avoir une épargne de sécurité et pour avoir de quoi investir, pour avoir du cash en fait. Le cash, à quoi ça sert? Le cash, ça sert à lever plus d'argent auprès de la banque pour faire un effet de levier conséquent, ou bien ça va vous permettre de saisir des opportunités. Donc par exemple, il y a un coup dur, ben voilà, j'ai acheté un parking, boum, je peux revendre le parking, je récupère mon argent, je peux saisir une autre opportunité par exemple. Le parking, je l'ai acheté cash, donc je peux récupérer 20 000. Ben, si j'ai une opportunité à saisir un bien à 150, 200 000, ben, si je revends ce truc à 20 000, je peux récupérer mon argent pour acheter un truc avec un effet de levier à 150, 200 000. Donc ça, c'est un écart que ben, si vous n'utilisez pas cet effet de levier-là, bah, vous allez perdre 15-20 ans de votre vie. Vous voyez, épargner comme ça chaque mois pour arriver à un patrimoine se constituer 200 000, c'est trop compliqué en fait. Donc heureusement qu'on est en France et qu'on peut se servir de cet effet de levier et que les banques nous suivent dans des investissements immobiliers. Essayez d'investir le plus tôt possible. Croyez-moi, c'est un truc qui va changer votre vie. Essayez d'avoir une distance, une ouverture d'esprit sur justement ce qu'est un actif et un passif. Probablement qu'il est préférable dans certains cas. Par exemple, moi, ma résidence principale, bon, ça tiendrait qu'à moi, je l'aurais déjà vendu, mais ma compagne est très bien dedans et voilà, j'ai un enfant de 15 mois, donc je ne vais pas tout chambouler. C'est pas grave, j'investis à côté. J'achète des immeubles, j'ai acheté d'autres actifs, etc. Mais au-delà de ça, dès que j'aurai l'opportunité, ben, je vais me poser la question. Est-ce qu'il est préférable de le conserver? Est-ce qu'il est préférable de faire une OBO, me le revendre à moi-même, créer une SCI? Je pourrais donner des parts et léguer ça beaucoup plus facilement en fin de vie à mon fils ou à mes autres enfants, ou à ma compagne. Ou bien est-ce que ou est-ce que je le loue tout simplement? Est-ce que je le loue? Là, je peux récupérer 1500, 1700 euros par mois. Le bien, moi, pour ma part, il est fini d'être payé. Et dans ce cas-là, ben, je peux louer un truc plus sympa, vous voyez. Je peux très bien voilà, louer un truc à 2200 euros par mois. Et là, concrètement, pas de problème. Je le loue quelque temps. Lorsque ça convient plus, au moins, j'ai pas de blocage. Vous voyez, j'ai pas ce truc à me dire, ouais, c'est ma résidence principale, mais etc. J'ai peur de trucs, de machin. Non, j'ai toujours ce truc-là, il est loué à côté. C'est ma sécurité. Et à côté, je peux réinjecter un petit peu plus. Le jour où ça me plaît plus, je suis libre. La liberté, aujourd'hui, c'est une liberté temporelle, mais c'est surtout une liberté géographique. On le voit en ce moment, les tensions mondiales sont complexes et les plus grosses des libertés, c'est de se dire à tout moment, j'ai mes actifs qui sont financés, qui sont loués et qui m'offrent un cash flow. Ce cash flow, à tout moment, je peux me prendre essayer d'avoir un nouveau passeport ou tout simplement prendre l'avion et refaire ma vie dans un autre pays si je le souhaite. Ça, c'est possible. Si je me trouve dans le bon cadran du cash flow. Si je suis salarié et que j'ai encore 15-20 ans de crédit à payer et que tous les mois je suis cric-crac et que j'ai jamais fait l'effort d'investir et que j'ai jamais fait l'effort d'investir en moi-même pour augmenter ma valeur, pour avoir d'autres revenus qui vont venir compenser l'inflation, là, dans ce cas-là, je subis. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de liberté. Donc, et ça, en fait, quand on parle de riche ou de pauvre, en vérité, ne rentrez pas dans ce jeu, et je sais qu'en France, c'est tabou de parler d'argent. Donc ça, déjà, c'est une complexité, parce que forcément, quand personne parle d'argent, c'est beaucoup plus dur de saisir des opportunités. Vous voyez, si tout le monde est transparent par rapport à ça, là, on se dit, voilà, t'as telle situation, moi, je peux t'aider là-dessus. En revanche, tu fais un petit effort, tac, tac, je t'aide, tu m'aides, et voilà, tout le monde va bien. Tout le monde trouve son compte. Donc déjà, dans la mentalité française, on parle pas beaucoup d'argent, ça c'est compliqué. On n'est pas du tout éduqué à l'investissement et à l'éducation financière. C'est en train d'évoluer, mais il y a encore un gros boulot à faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil.
Euh, et ouais, non, bah non, il faut investir J'arrive pas à retrouver le film. Il faut investir le plus tôt possible. C'est extrêmement important, les amis. Ça peut changer votre patrimoine, le multiplier par 2, par 3, par 4, par 5. Donc c'est très important de passer à l'action et de conserver de la liberté. Et la première chose, c'est de s'éduquer, hein, clairement, en fait. Ouais, non, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, là, là, en France, en fait, les Français ont un problème, c'est puritain, voilà. On a un problème avec l'argent. On a tendance à dire, ouais, les riches, ils exploitent, etc. Au-delà de ça, moi, je cherche pas. Évidemment, c'est mieux d'être riche dans la vie. Je vois pas qui pourrait être contre, sauf des gens qui ont des convictions politiques qui sont un peu, soit un peu archaïques, soit un peu clivantes, qui fait qu'ils n'arrivent pas à entendre, via leur état d'esprit fixe, une certaine forme de vérité qui s'entend également. Donc ça, c'est leur biais de confirmation, ça les enferme dans une manière de penser, et du coup, ils n'arrivent pas à s'ouvrir à d'autres manières de penser. Au-delà de ça, moi, je ne veux pas opposer les riches et les pauvres, hein. Tout ça, c'est... Moi, ce que je veux vous éduquer, c'est à une mentalité de pauvre ou à une mentalité de riche. C'est-à-dire, si toute ta vie, tu penses et tu as un état d'esprit de pauvre, tu seras forcément pauvre. Tu resteras toute ta vie pauvre. C'est des schémas, etc. C'est ancré, c'est profond. Moi, j'ai plein de potes, je le constate, quand je leur parle d'argent, quand je leur parle de toutes ces notions, ils sont enfermés dans une mentalité de pauvre où ils vont constamment opposer les riches et les pauvres et que c'est la faute des riches, etc., etc. Mais à partir du moment où on ne prend pas ses propres responsabilités, à partir du moment où vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas capable de faire preuve d'état d'esprit et vous n'êtes pas capable surtout de pouvoir appliquer ces astuces qui pourraient vous sortir un petit peu de la pauvreté. Et combien de personnes autour de vous, vous voyez qui investissent? C'est très rare. Même investir dans les crypto-monnaies, c'est très bien. Ceux qui ont investi dans le Bitcoin, etc. Il faut continuer d'investir. La force du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui ne peut que prendre de la valeur parce que personne n'a le contrôle dessus. Donc personne ne peut falsifier cette monnaie, personne ne peut réinjecter de nouveaux Bitcoins. Et les Bitcoins, avec le halving, il est voué à se rarifier. Parce que tous les cycles, en fait, tous les je ne sais plus combien de temps, 3 ans, 5 ans, il y a une partie des bitcoins qui sont cramés. Et les récompenses qui vont à ceux qui minent cette crypto, donc ils allouent une puissance de calcul qui est nécessaire pour que la blockchain puisse fonctionner, elle diminue sans cesse. Ce qui fait que, bah, en fait, vu que les bitcoins sont cramés, plus ça va aller, moins il y en aura sur le marché, et tout ce qui est rare et précieux, c'est un petit peu comme l'or. Les diamants, c'est différent. Il y a une notion un peu artificielle, mais et c'est détenu. Enfin bref, c'est différent. Mais l'or, on ne sait pas comment l'or est arrivé sur Terre, hein. Il y en a qui disent c'est un peu le métal extraterrestre, quoi. On ne sait pas comment l'or est arrivé sur Terre, et du coup, il y a une rareté de l'or. Et bah, le Bitcoin, c'est un peu l'or numérique aussi. Donc, c'est important de diversifier son patrimoine. Ne faites pas que de l'immobilier, il faut un peu d'immobilier. Il y a des applications comme celle de mon mentor, la Taylor Chiche, chez Shares, qui est très bien. Il y a une dimension plus sociale à l'intérieur, ce qui fait que bah, c'est un petit peu comme un Instagram ou un Facebook. On peut suivre nos amis, on peut voir nos amis dans quoi ils investissent. Et il y a plein de gens qui essaient d'expliquer ces dimensions-là. Et c'est très simple, on peut investir très facilement. Et en plus, on n'est pas obligé d'acheter des actions, on peut acheter des fractions d'actions ou des fractions de crypto-monnaie. Donc admettons, la crypto-monnaie vaut 67 000 euros, bah, vous, avec 1 euro, vous pouvez investir également et détenir une fraction de cette crypto. Donc tout ça, c'est très bien en fait, ça vulgarise tout ça. Donc téléchargez Shares, S-H-A-R-E-S, partagez. Ou bien vous pouvez investir sur des brokers, ou avec votre PEA, hein, avec votre banque, ou avec des brokers comme DEGIRO. DEGIRO, c'est très bien, c'est français, c'est très bien fait, très ludique. Voilà, moi, je suis sur tout ça, hein, en même temps. Donc voilà les amis, le petit mot de la fin, là ça fait 35 minutes, c'est qu'il faut investir, c'est extrêmement important. N'écoutez pas les gens qui disent que ouais, la bourse c'est risqué, etc. Après il faut définir, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et de se faire coacher là-dessus, de s'éduquer. Et bah, prenez ma formation si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez que je vous en parle, hein. Même vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais au moins je vous aurais donné quelques trucs. C'est important de connaître tout ça, ouais, pour vous enlever les idées reçues. Parce que si vous écoutez votre famille, votre entourage, ils vont vous dire ouais, la bourse c'est risqué. Mais en fait, non, ce qu'il faut, c'est définir un capital risque. Plus vous voulez de la rentabilité, plus vous aurez des problèmes. En gros, plus vous êtes gourmand, plus vous allez avoir des problèmes. Et ça, c'est valable dans l'immobilier.
Dans l'immobilier, vous venez de rénover votre bien, il est sur un secteur un peu moyen, on vous dit que le marché c'est 650, vous le mettez à 670, vous allez avoir que des bons à rien qui vont visiter ce bien. En fait, voilà, vous aurez des profils un peu à risque qui vont quand même vouloir visiter le bien. Et là, vous risquez d'avoir des problèmes d'impayés, etc. Par contre, si vous baissez un petit peu le prix, là, vous êtes attractif, vous êtes plus en capacité de pouvoir sélectionner le meilleur profil avec les bons garants, les bonnes garanties, etc. Et là, vous dormez tranquille, vous n'avez jamais à vous soucier du bien. Pareil, vous faites les travaux vous-même, vous voulez faire la plomberie, etc. Vous voulez faire des travaux à bas coût, mettre des petits matériaux, etc. Vous aurez plus de problèmes. Il y a un moment, ça va lâcher. Bon, moi-même, je fais des travaux, mais bon, quand c'est des trucs d'électricité, etc., je fais faire, c'est mieux, il y a des factures, on peut le récupérer, etc. Voilà. Et pour la bourse, c'est pareil, si vous prenez des trucs qui sont très risqués, ben oui, là, forcément, vous prenez du risque et le truc peut baisser et perdre beaucoup de valeur ou même disparaître. Par contre, si vous investissez dans des L'Oréal, sur des Apple, bon, Tesla, encore, voilà, mais ces grandes boîtes comme ça, LVMH, Hermès, le risque est nul. C'est des sociétés qui génèrent tellement de cash, qui ont des modèles économiques qui sont tellement développés que ça ne peut pas s'écrouler, en fait, ce n'est pas possible. Vous investissez dans des banques, par exemple. Les banques, avant que la banque s'écroule, de temps en temps ça arrive, mais non, en général, les États viennent en soutien des banques, parce que si les banques s'écroulent, tout va s'écrouler, en fait. Donc personne n'a intérêt à ce que ça s'écroule. Donc en fait, il y a beaucoup d'argent quand la BCE, quand les États réinjectent de l'argent, font marcher la planche à billets, il y a beaucoup de cet argent qui vont dans les marchés financiers. Et c'est ce qui fait que ça se maintient vraiment bien. Bon, en fait, ce qu'il faut, c'est juste maintenir son capital risque, avoir une stratégie par rapport à ça, rester dans des trucs assez safe, mais malgré tout, se former pour avoir des notions, parce que dans l'investissement, il ne faut faire confiance à personne, même pas à moi. Faites confiance à personne. Formez-vous. Une fois que vous êtes formé, vous êtes capable de faire vos propres choix en âme et conscience. Vous dormirez mieux la nuit et vous allez maîtriser ça un peu comme un hobby en fait. Il faut prendre la main sur ses finances. On ne peut pas compter que sur les États pour avoir une monnaie forte. Une monnaie, c'est compliqué. La retraite, c'est compliqué. On n'a pas la main non plus sur l'inflation. Donc c'est important de diversifier. Franchement, c'est le truc qui va le plus vous sécuriser dans la vie. Hein. Ça ne sera pas d'acheter la dernière voiture, ce ne sera pas d'acheter la dernière maison, ni d'investir dans les études de vos enfants, malheureusement. La seule chose qui peut vous sécuriser, c'est d'avoir des investissements diversifiés. Et ça, croyez-moi, lorsque vous avez ça, bah, toute votre vie, vous serez tranquille et vous vous assurez si vous faites cet effort. Et en plus, c'est des trucs où ça vous apporte un peu de joie d'investir, mais c'est des trucs qui vont à l'encontre un peu de la facilité, du bonheur éphémère. Ça va vous procurer une sécurité qui n'a aucun équivalent. Ça n'a pas d'équivalent d'aller dans un bon resto, que d'acheter une belle paire de chaussures, de toutes ces conneries qui crament en fait votre argent. En fait, votre argent doit être investi. Donc faites cet effort dès maintenant de commencer à investir et d'investir dès maintenant au moins 30% de ce que vous gagnez. Et si vous voyez que c'est pas suffisant, bah, posez-vous la question de comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. Ça, c'est déjà une première réflexion. Et formez-vous, éduquez-vous, trouvez le livre audio Père riche, Père pauvre. C'est déjà, ça va vous changer totalement votre état d'esprit. Et ça va vous casser tous les croyances limitantes que vous avez. Parce qu'il y a plein de personnes que je côtoie qui se disent « Ouais, mais l'investissement, c'est pas fait pour moi. » Mais non, c'est fait pour tout le monde. Et tu es capable, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es dans ta vie, d'investir. Et si ce n'est pas le cas, tu seras capable, grâce à ça, grâce à cette confrontation de est-ce que je peux le faire ou pas, de te dire qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que ça soit possible. Et en vérité, c'est possible pour tout le monde. Et la différence, c'est aussi les objectifs. Parce que, par exemple, moi, je me dis, je vais acheter un bien chaque année. Bah forcément, c'est un petit moteur. Vous devez avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Donc voilà, mettez-vous des objectifs ambitieux et des bons investissements, ça ne perd jamais de valeur. Vous ne jouez pas là. C'est des trucs qui sont sûrs, quoi. Si vous achetez un bien, si vous êtes formé, si je vous forme à acheter un bien, croyez-moi, c'est impossible de perdre de l'argent. Forcément, ce bien va prendre de la valeur. De 1, vous allez investir cet argent, donc vous n'allez pas le cramer. De 2, vous aurez une bonne rentabilité sur ce logement. De 3, votre bien va prendre de la valeur. Et de 4, je vais vous montrer, je vais vous expliquer concrètement comment
achetez un bien qui a un potentiel de valorisation. Et là, carrément, à la revente, vous récupérez vos frais de notaire et vous prenez un gros billet. Et de temps en temps, là, vous avez votre parc immobilier, c'est un peu comme jouer au Monopoly dans la vraie vie. Et après, il faut arbitrer. De temps en temps, voilà, je vends un parking pour acheter un nouveau bien immobilier qui va prendre une certaine valeur. Et puis à un moment, boum, pour acheter un immeuble, bah, je vais revendre ce bien immobilier-là qui va me permettre de step up comme ça et de level up, de continuer comme ça à grossir. Vous devez grossir. C'est le véritable bonheur dans la vie, c'est de grandir et d'avoir une croissance et de se développer. Soit vous personnellement, soit votre famille, soit celle de votre entourage, soit celle de vos investissements, soit celle de la valeur de votre travail, etc. Donc, important d'entreprendre, important de savoir augmenter sa valeur, important de savoir lire des livres qui vont vous ouvrir l'esprit, important d'avoir un travail sur son propre cerveau, important d'avoir une remise en question, important d'investir, important de se diversifier, important d'avoir les bons partenaires, avoir un courtier qu'on peut solliciter à tout moment. Ma situation, c'est tant. Je t'envoie quelques papiers, mes fiches de paye, mon avis d'imposition, 3 conneries, hop, est-ce que je peux pas? Qu'est-ce que je peux faire? Là, vous devez d'abord savoir si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Si vous pouvez, allez-y, formez-vous et allez-y. Si vous ne pouvez pas, qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit possible, dans combien de temps? Et après, à chaque fois, tous les 6 mois, tous les X temps, hop, vous le ressollicitez. J'ai ça, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Voilà les amis, l'investissement, c'est bon pour la santé, donc je vous invite à investir le plus tôt possible. Je vous ferai d'autres vidéos sur l'investissement. Et je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez besoin d'informations, moi je ne suis pas un vendeur de rêve, moi je veux vous aider à changer votre vie, je veux améliorer votre vie, comme toutes ces notions ont amélioré ma vie. Donc c'est mon alignement, c'est mon projet dans la vie, d'aider d'autres personnes à changer de vie. Donc si vous avez la moindre question, prenez rendez-vous avec moi, le lien se trouve dans les commentaires épinglés. Prenez rendez-vous avec moi et on en discute au téléphone. À bientôt, belle journée.